Bonjour. On va pas tarder à présenter. Aujourd'hui, on est réunis pour parler d'un sujet brûlant, en tout cas pour de nombreux détenteurs de sites éditeurs et de sites e-commerce. On va parler d'RGPD et d'analytics et surtout des stratégies que vous allez pouvoir mettre en place pour l'année à venir. On parle de 2023. Donc j'ai le plaisir de vous accueillir, d'accueillir deux intervenants autour de cette table. On a donc Laurent Capla, qui est gérant de la société bienmanger.com notamment, mais qui va se présenter un petit peu plus en détail juste après, et Thierry Benchetrit, j'espère que je le dis bien par contre, cofondateur de TechNeb notamment, qui a plein de casquettes aussi. Thierry, est-ce que vous pouvez commencer par vous présenter un petit peu ? Alors, bonjour, merci. Donc, je suis Thierry Benchetrit, effectivement. Donc, c'était bien prononcé. Okay, merci. Alors, effectivement, je suis cofondateur de deux sites qui sont présentés aujourd'hui. Le premier s'appelle Maison TechNeb, c'est un site de e-commerce. En fait, on commercialise des objets pour la maison, décoration, ameublement. Et donc, c'est une e-boutique pure. Hein. On a un canal de distribution unique. Et de cette expérience donc, de distribution d'objets pour la maison, on a développé une capacité de visualisation des objets en réalité augmentée pour notre boutique d'abord. Et on s'est dit, finalement, pourquoi pas servir nos concurrents ? Non, je rigole. Pourquoi pas proposer ce service à d'autres sites de e-commerce ? Et on a généralisé le concept de digitalisation d'un catalogue en partant de photos en 2D et de fournir également le module qui permet de s'intégrer à une boutique pour visualiser ces mêmes produits en 3 dimensions, en réalité augmentée, pour d'autres acteurs que nous, finalement. Et donc, ça a fait naître l'autre initiative, Realistore, qui est un service clé en main. Donc, en partant de photos, on va réussir à digitaliser un catalogue et permettre sa visualisation. Je ne veux pas être trop long pour laisser de la place à mon collègue. Laurent, je passe la présentation après. Bonjour. Alors, pour votre part, c'est Bien Manger, notamment ? Voilà, moi j'ai 2 casquettes en fait. La première, c'est bienmanger.com, qui est une épicerie fine sur Internet depuis 20 ans, qui propose au début les produits de la région, et puis progressivement les produits de toutes les régions, voire de tous les pays, avec 12 000 références en ligne. C'est un site qui existe depuis 20 ans. Et en parallèle, il y a 20 ans, j'avais lancé une agence web qui s'appelle BM Service et qui est spécialisée PrestaShop, qui est Platinum sur PrestaShop, il n'y en a pas beaucoup en France, et donc qui réalise des sites e-commerce, qui réalise des modules, qui réalise du support de boutique, de la maintenance. Et que ce soit pour nous ou dans le cadre de l'agence BM Service pour nos clients, forcément, la question du RGPD, depuis 2-3 ans, elle est assez haut dans l'agenda. Et la question de Analytics dont on va parler aujourd'hui, elle s'invite aussi assez haut dans l'agenda, puisque 90% des sites dont les nôtres utilisent Google Analytics. Donc si on commence à nous dire que ça devient interdit, on se dit qu'est-ce qu'on fait ? En effet, on va rentrer dans le détail de ces sujets-là. Je me présente rapidement aussi. Moi, je suis Amandine Ozemery. J'accompagne plusieurs e-commerçants dans le développement de leur activité et notamment sur ces sujets de mise en conformité. Aujourd'hui, du coup, votre agence accompagne combien de sites sur toutes ces problématiques-là ? Je ne sais pas exactement, je dirais entre une petite centaine peut-être. Vous avez certainement tout type de cas, de secteur et de taille d'entreprise avec des complexités diverses. Super. Je vous propose, avant de rentrer un peu dans le sujet, dans la table ronde, juste de faire une rapide rétrospective. Alors, il n'y a pas toutes les dates, mais j'ai essayé de donner les plus importantes, en tout cas celles qui, pour moi, posent le cadre. Donc, vous le savez, depuis 2018, le règlement européen sur la protection des données personnelles est rentré en vigueur, en action. Il couvre de nombreux pans, de nombreux sujets. Mais notamment, il y a un sujet qui est celui en fait, de toute la gestion des cookies dans la navigation sur les différents sites éditeurs. Et ce RGPD, il a déjà mis un cadre, notamment sur tous les cookies dits d'analyse d'audience. Et il a déjà contraint, depuis cette date-là, les différents sites à demander un accord pour collecter
de la donnée sur tous les supports, enfin tous les cookies d'Analytics. Donc ça concerne Google Analytics, mais ça concerne aussi potentiellement d'autres solutions sur le marché. Cette première demande-là, elle a déjà eu des conséquences pour les différents sites qui ont dû la mettre en application, plus ou moins rapidement d'ailleurs. Vous, à votre niveau, j'anticipe un petit peu, mais déjà, est-ce que cette mise en application, elle a eu un impact chez vous dans la mesure de votre audience et dans la performance, dans le pilotage de la performance? Sur notre site, donc sur le site de e-commerce TechNeb, on a effectivement installé un système de demande d'approbation d'utilisation de ces cookies. Je dirais on l'a voulu le plus discret possible, le plus facile à effacer, entre guillemets, en partant du principe que ces fenêtres étant de plus en plus invasives dans la navigation, on a essayé de rendre ça le plus fluide possible pour l'utilisateur. Je pense que le fait de rendre cette utilisation de cookies, cette approbation de cookies obligatoire pour tous les sites, a perdu un petit peu de son objectif initial, qui était de faire admettre les cookies, l'utilisation des cookies par les internautes. L'installation de systèmes qui autorisent cette utilisation de façon automatique, par exemple, est un exemple de déviation par rapport à la volonté première, qui est d'obtenir une acceptation. Donc on l'a mis en place, oui. Maintenant, il est extrêmement discret et on fait en sorte que cette demande n'apparaisse plus, bien évidemment, une fois qu'elle a été acceptée, excepté quand le cookies a été accepté et périmé. Voilà. Est-ce que je peux ajouter oui, forcément, c'est un changement qui a beaucoup d'impact. Ce que je dis, c'est à peu près comme quand je conduis ma voiture. Si tout à coup on me dit tu conduis la voiture en fermant un œil ou en n'utilisant qu'une main, c'est possible, mais c'est un peu plus dangereux. Alors pourquoi je prends cette image? Parce qu'aujourd'hui, à partir du moment où je demande le consentement pour poser un cookie, style celui d'Analytics, quelqu'un qui refuse le cookie, donc je ne mesure pas ce qui se passe. Donc ça veut dire qu'une partie de mon audience m'échappe. L'ordre de grandeur, selon les sites, c'est entre 20 et 50-60% des personnes qui refusent tous les cookies. Donc ça veut dire que je ne sais pas ce qui se passe sur la moitié de mon audience. Donc il faut que je prenne des décisions en SEO, en achat d'audience, sans trop savoir ce qui se passe sur un cinquième, un quart, un tiers, jusqu'à la moitié de mon audience. On peut d'ailleurs remarquer que la plupart des outils de consentement, les plateformes de consentement, ne permettent pas aujourd'hui, ne proposent pas de mesurer le taux d'acceptation de cookies par source. Certaines, les plus fortes, permettent de mesurer un taux moyen d'acceptation de cookies. Donc je sais que globalement, je mesure par exemple 50% de mon audience, mais je ne peux pas avoir un taux d'acceptation par source. Si on s'amuse à faire ça sur les logs, on s'aperçoit que selon les sources de trafic, les taux d'acceptation de cookies peuvent varier très fort. Par exemple, si j'ai un trafic direct brandé, c'est-à-dire quelqu'un qui tape bienmanger.com sur Google, en général, le taux d'acceptation de cookies il est très élevé, 90%. Par contre, si j'ai quelqu'un qui arrive d'un comparateur, quel coup ou Google Shopping, là, le taux d'acceptation de cookies peut être beaucoup plus faible, du style 20%. Donc, même l'agglomérat, quand on me dit sur mon site, j'ai 30% d'acceptation de cookies, en fait, ce n'est pas suffisant. Il faudrait être capable de le mesurer source par source pour prendre les bonnes décisions. Comme aujourd'hui, il n'y a ni les outils, ni vraiment la culture qui se développe autour de ça, je considère que cette obligation que l'on a posée aux marchands revient à leur demander de conduire en fermant un œil et donc en acceptant ou en les encourageant à prendre des mauvaises décisions, pour partie. C'est assumé au titre du respect des droits des consommateurs. Je trouve que c'est un prix élevé. Le deuxième point, et je vais vous rejoindre, je ne suis pas très à l'aise avec cette réglementation parce que je considère qu'elle demande à chaque consommateur, moi le premier, tous les jours, 10, 15, 20 fois de cliquer sur « j'accepte, je refuse des cookies ». Donc, je trouve que le prix que l'on me fait payer tous les jours en ralentissant ma navigation et mon accès à des sites est élevé, et pour des sujets que la majorité des consommateurs ne maîtrisent pas vraiment. Aller cliquer sur je gère mes choix, on arrive sur des formulaires à rallonge où il faut aller se poser la question site par site, alors il utilise un cookie pour ça, est-ce que j'accepte, est-ce que je refuse? Grosso modo, je considère que le prix à payer
par rapport à l'enjeu, il est super faible. Enfin, le prix est élevé pour un enjeu qui est relativement faible. Et je trouve que c'est disproportionné aussi par rapport au type d'utilisation. Quand je m'adresse à Amazon ou à Google, qui peuvent recouper des milliers de données me concernant, c'est une chose. Mais quand je vais sur le site de mon boulanger, les données qu'il collecte, c'est très petit. Donc, aller lui mettre les mêmes contraintes que quand je vais sur Amazon, Fnac, enfin, je prends la Fnac pour ne pas prendre que des entreprises américaines, je trouve que dans beaucoup de cas, quand c'est des microstructures ou des PME, leur mettre le même niveau d'obligation, je trouve que c'est un peu disproportionné. Et personnellement, je trouve que le prix que l'on me demande de payer par la perte de temps que ça me génère, moi, je trouve que c'est trop élevé. Vous êtes de cet avis-là aussi, Thierry ? Oui, j'ai la même analyse. Je pense qu'une des règles qu'on a quand on design un site, c'est d'essayer de le moins possible perturber l'utilisateur, en particulier avec des pop-up. Et là, ce qu'on est en train de nous expliquer, c'est qu'il faut qu'on mette un pop-up avant même que l'internaute puisse voir le contenu du site, ou même ne serait-ce que le titre du site. Donc on est complètement à l'encontre finalement des règles d'ergonomie qu'on doit suivre quand on crée un site web. Et au bout du compte, soit ça génère effectivement une acceptation par défaut ou un refus par défaut, et on biaise finalement l'intérêt premier de la règle, ou alors ça génère un taux de rebond supérieur. Ça dégrade fortement, mais même je dirais, le taux de rebond. Et effectivement, pour des petites sociétés qui n'ont pas les moyens ou vont même ne pas du tout exploiter ces cookies quelque part, parce que derrière ça nécessiterait des analyses assez poussées ou de l'exploitation effectivement de fichiers un peu complexes, c'est mettre ces éditeurs de sites en situation difficile comparativement à des géants, effectivement. Donc je pense que, et on y reviendra, je pense pour d'autres règles également, de RGPD, malheureusement, la législation est toujours un petit peu en retard par rapport aux pratiques, aux usages, au fait que le monde n'est pas fait d'utilisateurs uniformes ou d'éditeurs de sites web uniformes. On a des tailles différentes et donc il faudrait que la législation s'adapte finalement aux usages et à ce que ça peut générer en termes d'impact par rapport à un éditeur de site qui, lui, ne fait que subir ces règles légales. Les fenêtres type pop-up dont vous parlez, quand on est sur un environnement applicatif qui lui aussi est soumis à l'exposition de ce type de bannières, eh bien, il y a d'autres pop-up qui doivent s'afficher aussi pour des règles imposées notamment par Apple, et Android sous peu aussi. Donc effectivement, ça rend la navigation assez compliquée. L'expérience utilisateur peut en être assez dégradée. Ça c'est vrai que maintenant c'est communément acquis, cette demande-là. On fait un peu avec. Très honnêtement, dans les différents cas d'e-commerçants que je peux accompagner, on n'arrive pas franchement bien à comprendre et à recouper la réalité du trafic. Donc la solution toute mâchée et parfaite, on ne l'a pas encore. Donc effectivement, il faut déjà piloter avec cet œil à moitié fermé, comme disait Laurent. Si je poursuis un petit peu la chronologie, il y a deux dates qui sont importantes. En tout cas, il y a une période de temps qui est importante, qui est notamment la date en 2020, en fait, le Privacy Shield, qui permettait le transfert, notamment de certaines données entre l'Union européenne et les États-Unis, a été invalidé. Alors, c'est ce qu'on appelle notamment Schrems et Schrems 2, parce que c'est les personnes qui sont intervenues dans ce type de demande et de décision. Et ça a pour impact notamment, en fait, de contraindre les exports de données entre l'Europe et les États-Unis. Or, vous, comme beaucoup de sites éditeurs ou d'e-commerçants au sens large, travaillent avec des sociétés dont les données peuvent être stockées aux États-Unis ou dont la maison mère peut être aux États-Unis. Depuis cette invalidation-là, il y a eu d'autres conséquences et notamment la conséquence de cette année en février 2022, où la CNIL, qui du coup est l'autorité qui est en charge de faire respecter le règlement européen pour la France, qui a ses homologues dans les autres pays européens, il y a des CNIL dans chacun des pays. La CNIL, en fait, a considéré
que Google Analytics n'était en effet plus conforme au regard de l'invalidation du Privacy Shield dans son usage, parce que des données collectées sur les utilisateurs au sein de Google Analytics étaient transférées aux États-Unis, et notamment que ces données-là pouvaient, si les services de renseignement américains, par exemple, souhaitaient y avoir accès, pouvaient être accessibles à des fins qu'on ne maîtrise pas. Donc ça, effectivement, la CNIL a décidé en février 2022 qu'on ne pouvait plus, utiliser Google Analytics, et a sanctionné, a mis en demeure 3 sites importants, Decathlon, Sephora et Auchan, pour l'exemple, a mis en demeure d'arrêter sous un mois d'utiliser Google Analytics. Donc ça, effectivement, c'était une première étape. Et ensuite, parce qu'il y a la possibilité de venir déposer des plaintes aussi auprès de la CNIL, il y a un consommateur, j'ai mangé le nom, qui a déposé tout un certain nombre de plaintes, et s'en est suivi cet été une bonne quarantaine de nouvelles mises en demeure qui se concernent plutôt des sites de presse, des sites éditeurs. Ils n'ont pas été forcément communiqués. Néanmoins, ça fait grand bruit dans le paysage, et ça pose clairement la question de la validité déjà de cette décision-là et des conséquences que ça va avoir. Donc, ce que dit la CNIL, c'est vous avez la responsabilité en tant que site éditeur d'arrêter d'utiliser, dans les configurations actuelles, d'arrêter d'utiliser Google Analytics. Alors, je vous pose des questions, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous, déjà, pour les sites que vous avez créés et peut-être les sites que vous accompagnez, est-ce que vous utilisez Google Analytics comme 90% des sites en France ? Alors oui, nous utilisons en fait Google Analytics pour nos sites jusqu'à une certaine date assez récente en fait. Alors pourquoi on l'utilise ? Bien évidemment parce que c'est une solution intégrée qui amène beaucoup d'informations, qui est utile pour comprendre la transformation d'un visiteur en un acheteur, une conversion. Et c'est une bonne façon aussi de comprendre finalement l'efficacité de son site globalement. Et donc on l'a utilisé et on a lu les mêmes articles que vous avez pu voir aussi et pris peur tout simplement, je l'avoue. Donc on a désactivé Google Analytics 4. Alors on avait fait cette transition entre Universal Analytics dans la version précédente, la 3, et Google Analytics, de façon à rester dans la modernité, je dirais, de la collection de données. Donc on l'a désactivé parce qu'on a vu effectivement que l'éditeur était responsable et on s'est mis en position d'attente. Alors pour une raison simple, c'est que l'évolution sur le site de e-commerce en termes de fonctions n'a pas réellement changé, je dirais, entre le moment où on a décidé d'arrêter et aujourd'hui. Donc on n'avait pas de besoin spécifique pour mesurer l'impact d'une nouvelle fonction, par exemple. Donc on a décidé d'être un peu aveugle, quelque part, pendant cette période-là. Alors oui, on est aveugle, on l'admet. Mais la stratégie pour 2023, quelque part, c'est l'attentisme. C'est de se dire, soit les règles évoluent, soit la CNIL réalise que, encore une fois, ce qu'elle demande n'est pas forcément applicable à tout le monde, ou ne devrait pas être applicable à tout le monde, soit Google se met en conformité, et auquel cas, on pourra réutiliser l'outil. Alors en conformité par rapport à un certain nombre de règles de la RGPD, dont cette fameuse règle d'hébergement des données en Europe, qui, entre parenthèses, alors si je me permets d'être un petit peu critique par rapport à ça, on parle de stocker des données en Europe, qui empêche n'importe quel utilisateur de ces données de venir héberger un logiciel qui va venir traiter ces données directement en Europe. Le cloud, ça n'est pas que pour héberger des données, ça héberge aussi des logiciels, on le sait bien. Donc, traiter les données en Europe en dérivé de l'information utile pour celui qui en a besoin, finalement, ça le rend conforme à la règle édictée par la RGPD, tout en utilisant des données européennes. Et donc, je ne vois pas l'application directe, finalement, de la protection des données, même si après, je comprends très bien qu'on doit protéger les données personnelles et qu'on ne doit pas les exporter à des fins, je dirais, de ciblage personnel.
Mais si je fais un traitement qui a un but statistique, je peux quand même utiliser des données qui sont en Europe, même si je suis américain ou brésilien ou peu importe. Donc voilà la stratégie qu'on a adoptée. Maintenant, on est prêt à redémarrer, hein, bien sûr, et on en aura besoin parce que c'est quand même un outil qui est extrêmement intéressant. Et c'est une stratégie que vous avez pu vous permettre aussi parce que là, pour l'instant, il n'y a pas forcément de stratégie d'acquisition payante forte. Exactement, oui. Oui, effectivement, je ne l'ai pas précisé, mais notre stratégie d'acquisition première, c'est le SEO, donc le référencement naturel. Donc on travaille plutôt sur le long terme, comme toute personne qui fait du SEO. Et une acquisition par du SEA, par exemple, n'est pas notre stratégie première. Donc on peut se permettre effectivement d'être à peu près aveugle de ce point de vue-là. Laurent, je crois que le point de vue est différent. Enfin, en tout cas, l'usage est différent déjà chez vous. Alors, pour répondre à la question, aujourd'hui, nous, on continue d'utiliser Google Analytics. Ça ne nous empêche pas d'utiliser d'autres outils à côté et de commencer à les utiliser en parallèle. Des outils qui permettent de suivre du positionnement, mais aussi des outils comme Matomo, recommandés par la CNIL, qui mesurent moins de choses. En parallèle, on s'est rapproché de la FEVAD, donc la Fédération des entreprises de vente à distance, pour voir, puisque tous les marchands en fait ont le même problème, pour voir un peu ce qui se disait au niveau de la FEVAD. Et je pense que ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que ce qui se dit au niveau des marchands, de la FEVAD et des éditeurs de presse, c'est que finalement, tout ce contexte est assez jeune. C'est-à-dire que du point de vue de l'Union européenne, il y avait le RGPD 2018, vous l'avez rappelé, et concernant le transfert des données avec d'autres pays, il y avait des accords entre l'Union européenne et d'autres pays. Avec les États-Unis, ça s'appelait Privacy Shield, le bouclier de protection des données. Un avocat autrichien, Schrempf, a attaqué le RGPD dans une logique disant les GAFA vont trop loin dans l'utilisation des données, ce qui peut être tout à fait... on peut entendre ce point de vue. Et il a attaqué le Privacy Shield en disant ce Privacy Shield n'est pas conforme au RGPD. Et devant la Cour de justice de l'Union européenne, il a eu raison, et ce qui a eu pour effet de faire tomber le Privacy Shield. Donc s'il n'y a plus d'accord pour échanger des données avec les États-Unis, tout échange de données avec les États-Unis devient d'une certaine façon illégal. Bon, donc face à ça, il y a deux logiques, c'est que tous les services qui se font où il y a des échanges de données avec les États-Unis deviennent illégaux. Là, on parle de Google Analytics, mais potentiellement tous les autres, par ricochet, dès qu'il y a un échange de données avec une boîte aux États-Unis, ça devient illégal. Et alors, soit on reconstruit un Privacy Shield, une nouvelle formule conforme au RGPD, c'est ce que les États-Unis et l'Union européenne sont en train de faire, mais ça prend un peu de temps, puisque d'abord il faut arriver à un accord, et ensuite il faut qu'il soit validé des deux côtés de l'Atlantique. Et en parallèle, se pose la question de RGPD, et dans ce contexte-là, jusqu'où on va. Et bon, ce que dit la FEVAD, moi je suis plus spectateur de ce groupe de travail. Il y a un groupe de travail des DPO, des délégués à la protection des données, au niveau de la FEVAD. Et ce que dit ce groupe de travail est assez intéressant. Il dit dans un premier temps, il y a deux arguments moi, qui m'ont frappé. Il dit qui est responsable en cas de transfert des données? Est-ce que c'est moi, par exemple, par rapport à Google Analytics, je suis un client de Google Analytics Irlande, qui est une entreprise européenne, qui elle-même peut sous-traiter des traitements à Google Analytics États-Unis, qui n'est pas une entreprise européenne. Donc, s'il y a un transfert de données vers les États-Unis, qui est responsable? Si on prend les termes du RGPD, on dit c'est le responsable de traitement des données ou son sous-traitant, et ou son sous-traitant selon les endroits où on regarde. On va le dire très clair. Si c'est son sous-traitant qui est responsable, c'est-à-dire si c'est Google Analytics Irlande qui est responsable, d'une certaine façon, ma responsabilité n'est plus concernée. S'il y a un contrôle ou s'il y a une problématique d'illégalité de l'outil, à l'Union européenne, à la CNIL, d'aller voir avec Google Analytics ou Google Irlande ce problème. Mais est-ce que c'est à moi d'aller contrôler la laïcité de tous les faits et gestes de mon sous-traitant? Est-ce que vous contrôlez aujourd'hui la laïcité de tous les faits et gestes de votre sous-traitant? Ou est-ce que vous en tenez à une attestation en disant qu'il est conforme à la loi? Donc ça, c'est un premier argument que je comprends et qui me parle en me disant il y a 90% des sites en Europe qui utilisent Google Analytics. Est-ce que c'est à chaque site d'aller vérifier que Google Irlande est en conformité avec le RGPD, règlement européen, que Google Irlande, entreprise européenne, est en conformité avec le règlement RGPD? Dans ce cas-là, on pourrait me demander aussi à moi, bienmanger.com en Lozère, est-ce que Google Irlande est à jour de ses cotisations sociales en Irlande? Je ne le fais pas, je vous avertis, je ne le fais pas.
Donc la première question, voilà, c'est qui est responsable? Si c'est Google Irlande ou si c'est moi, c'est pas tout à fait pareil. Il y a plein de petites questions sous-jacentes à ça. C'est de dire, qu'est-ce qui matérialise un transfert de données? Si je prends mes données et que je les envoie à un sous-traitant en Irlande ou aux États-Unis, j'ai transféré des données. Si je transfère mes données à Google Irlande et que potentiellement un jour, Google États-Unis, sous la demande du gouvernement américain, peut demander d'accéder à mes données, est-ce qu'il y a un transfert de données? Il y a un transfert potentiel de données qui peut se passer si un jour le gouvernement américain s'intéresse aux données de bienmanger.com en Lozère. Mais pour le moment, il n'y a pas de transfert de données. Alors qui est à l'origine du transfert de données? Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est Google Irlande? Est-ce que c'est Google US? Qui? Donc, il y a plein de petites questions comme ça qui peuvent être intéressantes, qui, du point de vue de façon juridique, vont demander de la jurisprudence, parce que pour le moment, c'est le flou. Il y a une deuxième question dans cette histoire qui me semble complexe et qui me semble montrer quelque chose à clarifier dans le cadre du RGPD. On dit, si on transfère des données à l'Union européenne, dans ce cas-là, il faut s'assurer que le pays dans lequel je transfère les données a un niveau de protection des données au moins équivalent à celui qui existe en Europe. OK? Mais qui vérifie ça? Alors on dit c'est au cas par cas, chaque personne à l'initiative d'un transfert doit vérifier que dans le pays de destination, il doit y avoir un niveau de protection équivalent à l'Europe. Alors aujourd'hui, la seule réponse qu'il y a, c'est l'arrêt Schrems 2, où la Cour de justice de l'Union européenne a dit que dans un cas entre, je crois que c'était Facebook Irlande et Facebook US, a dit « J'estime qu'aux États-Unis, il n'y a pas un niveau de protection suffisant des données des consommateurs qui soit équivalent au RGPD, donc dans ce cas-là, ce n'est pas suffisant. » Mais enfin, moi, ça me pose deux questions. La première, c'est est-ce que ça veut dire que chaque PME, vous, moi, on doit aller se poser la question de savoir si aux États-Unis, il y a un cadre démocratique et juridique suffisant pour garantir les droits de mes consommateurs? Et donc, on va être 50 millions de PME en Europe à aller se poser la question d'avoir un avis sur le cadre juridique et démocratique aux États-Unis. Moi, personnellement, je ne me sens pas capable de donner un avis sur le cadre juridique aux États-Unis et démocratique aux États-Unis. Et à l'extrême, si je reste de ma position, vu d'ici, les États-Unis, c'est vu comme des démocraties les plus solides sur la planète. Donc, s'il y a un pays où je commencerai à avoir confiance, c'est les États-Unis. Et peut-être tout en bas de la liste, je mettrai la Corée du Nord et quelques autres pays de ce type. Si je dois, moi, me positionner et faire la liste des 250 pays et de dire celui-là, c'est suffisant, celui-là, c'est pas suffisant, qui je suis pour aller donner cet avis-là? À la rigueur, que l'Union européenne fasse une liste, comme les compagnies aériennes, en disant, bon, ben voilà les pays autorisés, voilà les pays interdits. Mais on ne va pas demander à chaque PME de donner sa lecture de chaque contexte juridique et démocratique dans chaque pays. Ça me semble juste pas possible. Et accessoirement, puisqu'on me dit que dans le cadre de cet avis de la Cour de justice de l'Union européenne, encore une fois, c'est un avis au cas par cas. C'était sur les données transférées par Facebook Irlande à Facebook US. Et c'est ce que semble dire la CNIL aussi, en disant que dans tous les cas de cause, on ne peut pas, Google Analytics traitant des données aux États-Unis, on ne peut pas transférer des données à Google Analytics. Avec quel pays c'est autorisé si avec les États-Unis c'est interdit? Moi, ça me semble, voilà, je me dis, et si on va jusque-là, pour moi, ça veut dire que demain, il y a la moitié de l'économie qui va devoir s'arrêter, parce que dès qu'il va y avoir un transfert de données avec une entreprise détenue par une entité américaine, il y a potentiellement transfert de données à la demande des autorités américaines, et dans ce cas-là, on arrête tout. Mais est-ce que Microsoft ne peut pas avoir accès à mes données? Microsoft US, est-ce qu'il ne peut pas avoir accès à mes données sur mon ordinateur? Je parle des GAFA, mais j'utilise, je sais pas, un logiciel d'emailing qui est fait par une entreprise européenne, j'utilise un logiciel de CRM, j'utilise un logiciel métier qui n'est pas détenu par une entreprise 100% européenne. Est-ce que j'ai encore le droit? Moi, personnellement, je trouve que ça crée une zone d'incertitude sur l'utilisation des services de toutes ces sociétés, au-delà de Google Analytics. Donc, je pense, mais après, c'est en lisant les documents de la FEVAD, je pense quoi? Je pense que RGPD est un règlement récent, 4 ans. Le recours introduit par Schrems, qui semble logique, vient, entre guillemets, démolir un morceau du corpus en invalidant le Privacy Shield. Et donc, mais maintenant, avec ça, il faut essayer de recolmater, de reconstruire des briques. Et en attendant, il y a des zones de flou, il y a des zones où
la justice n'a pas eu à se prononcer, donc il va falloir créer du consensus, créer de la jurisprudence. Et donc là, pour moi, on est dans une zone, entre guillemets, d'incertitude. Donc, je prépare le pire, je prépare à me passer de Google Analytics, enfin, le pire parce que je trouvais que c'était bien utile et c'était gratuit. Donc je prépare le pire, je prépare à m'en passer, tout en attendant de voir les consensus qui se créent, la jurisprudence qui va sans doute se créer, qui va nécessairement se créer, et en espérant que peut-être on trouve des positions avec un peu plus d'équilibre et de raison. Vous avez dit, il y a du cloud demain concernant Analytics. On peut tout à fait imaginer que Google bascule sur un cloud européen. Et peut-être que ça sera la réponse. Mais encore une fois, il y a des réponses techniques et il y a des réponses juridiques. Pour moi, je ne les ai pas. Et bon, donc j'essaye de faire de la veille et d'attendre que ça se passe et de savoir exactement ce qui va se passer. Parce que ce n'est pas très agréable de se dire que potentiellement, je suis face à caméra un délinquant. Je ne respecte pas ce que me dit la CNIL et je ne respecte pas la loi. Donc, ce n'est pas très agréable de vivre avec cette incertitude. Est-ce que la CNIL a réellement la possibilité aujourd'hui, suite à cette mise en demeure, de passer aux sanctions? Est-ce qu'elle peut le faire avec ce texte? RGPD est clair, si on ne respecte pas le règlement, c'est jusqu'à 4%. Schrempf a été jusqu'au bout, il a fait invalider le Privacy Shield, et derrière, lui, il a dit, alors son association d'ailleurs, le nom c'est intéressant, c'est NYOB, Know Your Business, c'est vraiment pour anti-GAFA et anti-collecter le minimum de données. Je trouve que c'est louable et je peux souscrire à ça. Mais derrière, qu'est-ce qu'il a fait pour être sûr qu'il y ait la jurisprudence qui continue à s'écrire et qu'on clarifie ces zones de doute? Il a pris une centaine de sites dans l'ensemble des pays européens et il a introduit des recours. Bon, Schrempf s'est arrêté à 100. Mais derrière, dans chaque pays, comme vous l'avez dit, il y a d'autres personnes qui ont dit il a raison, faisons pareil. Et aujourd'hui, on est à quelques dizaines de recours en France, mais potentiellement demain, le cas peut faire école. Alors qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait, je crois qu'il y a 200 000 sites e-commerce en France, donc appel aux candidatures, on peut lancer 200 000 procédures en France. Et encore, si on prend les éditeurs de presse, on va rajouter quelques dizaines de milliers. Plus on peut rajouter les blogs et autres, donc on va rajouter quelques centaines de milliers de procédures. Bon, Dupond-Moretti va peut-être mettre plus de moyens pour la justice, mais qu'est-ce qu'on fait? On attend qu'il y ait 300, 400 000 plaintes en France pour le même débat? Je pense que de toute façon, la question de fond, c'est il y a des zones de flou, il y a des zones qui méritent d'être clarifiées par de la jurisprudence ou par des réponses et des nouvelles prises de position, des nouvelles guidelines de la CNIL ou d'autres CNIL ou au niveau européen. Et tant qu'on ne les aura pas, on restera dans le flou. Je pense qu'on est clairement sur une période de transition d'une loi qui se cherche, clairement. Malheureusement, on a vu dans d'autres cas des lois qui se cherchaient et qui ont été pénalisantes, voire même qui ont généré des recours en justice avec des paiements d'amende. Je prends l'exemple d'Adopi, par exemple. On a cherché pendant un certain nombre d'années la meilleure façon de compenser la perte de vente de disques par rapport au téléchargement ou à l'écoute en streaming. On est aujourd'hui dans une situation qui est stabilisée, mais pendant cette période de transition, je dirais, il y a eu des dégâts. Il y a eu des personnes qui ont été obligées de payer des amendes parce qu'elles ont utilisé un certain type de consommation de musique. Là, on est un petit peu dans la même situation. On ne consomme pas de la musique, on consomme de la donnée sur un outil qui s'appelle Analytics, et on consomme le traitement qui en est fait. Et on pourrait être à même de payer ces amendes si on était effectivement mis en demeure de le faire. Donc c'est pour ça que notre situation elle est un petit peu particulière. Vu la taille qu'on a, on ne pouvait pas se permettre d'avoir ce genre de recours à vivre. Donc on a choisi cette solution-là, mais elle n'est pas viable. Je ne souhaite pas que notre société reste aveugle, comme je disais, par rapport à l'usage de son site, et puisse évoluer et continuer à évoluer et à mesurer l'impact de tout ce qu'on va pouvoir mettre en ligne, ne serait-ce qu'un nouveau produit, être capable de voir s'il a effectivement des taux de visite intéressants, etc. Donc c'est pas viable, c'est une situation transitoire, et moi aussi je souhaite que ça se stabilise. Et je souhaiterais que ça ne se fasse pas au détriment d'un certain nombre d'acteurs dont on fait partie. Peut-être on peut ajouter aussi un mot, c'est que dans cette zone transitoire, en fait, si jamais on confirme, pourquoi pas? Imaginons qu'on confirme que c'est illégal d'utiliser Google Analytics. La question qui est posée, c'est comment il y a un enjeu technique, c'est comment on bascule, je ne sais pas combien, en France c'est
200 000 sites e-commerce. En Europe, je ne sais pas combien ça va être, si c'est 10, 20 fois plus tous les autres sites. Comment on bascule? Quelles sont les solutions qui sont capables d'encaisser autant de sites à basculer en si peu de temps? Vous citiez Matomo tout à l'heure. Sont-ils capables d'absorber un flux massif? Je ne sais pas. Je ne sais pas répondre pour eux. Alors, Matomo a un système qu'on peut héberger soi-même, donc nous, on est en train d'utiliser, d'installer, mais qui n'est pas... Enfin, soit on paye un abonnement, donc déjà, ça va rebuter un certain nombre de petits marchands et de petits sites, on va payer un abonnement. Soit, si on héberge soi-même, il faut accepter de payer de l'hébergement et du déploiement, et pour des données qui sont quand même, tout le monde s'accorde à le dire, un peu moins facile d'utilisation, on va dire user-friendly pour parler d'anglicisme, mais c'est pas, on ne retrouve pas exactement toutes les données, toute la finesse des données que l'on avait. On peut parler des éditeurs de presse, c'est intéressant, les éditeurs de presse se plaignent parce qu'ils sont obligés de faire certifier leurs audiences pour avoir un certain nombre d'agréments, pour justifier que c'est bien des organes de presse et qu'ils ont une audience suffisante. Et aujourd'hui, dans l'ensemble des agglomérats qui doivent produire, ils sont un peu gênés pour les produire. Parce que si on anonymise tout, notamment par exemple les IP, que l'on change les clés de hachage très régulièrement, on ne sait plus dire combien il y a de visiteurs uniques sur un site. Donc si ensuite je dois faire un reporting à l'État pour dire combien j'ai de visiteurs uniques dans la période, je ne sais pas comment dire, d'un côté, je dois dire combien j'ai de visiteurs uniques, et de l'autre côté, je n'ai pas le droit de le mesurer. Donc ils sont dans des sortes de dilemmes qui sont... Enfin voilà, pas facile. Encore une fois, je pense que c'est une phase transitoire. Je pense que tout ça, il va y avoir des jurisprudences, des compromis, des nouvelles solutions techniques qui vont sortir, des évolutions techniques aussi sans doute. Mais aujourd'hui, on est au milieu du gué et c'est tout sauf confortable. Tout à fait. Alors il y a une perspective dont on parle, alors qui va devenir plus qu'une perspective, puisque Google Analytics Universal, donc dans sa version GA3, va arrêter de collecter les données à partir de juillet 2023, octobre pour les versions payantes. Donc déjà, Google de son côté demande à tous les utilisateurs de passer à Google Analytics 4, GA4. Est-ce que Google Analytics 4, selon vous, va quelque part donner quelques clés, quelques solutions dans ces débats européens ou pas? Est-ce que ça va nous apporter des solutions? Difficile à dire. La question est plutôt chez Google, je dirais. Comment vont-ils évoluer pour se mettre en conformité? C'est ça la question. On peut supposer qu'ils le feront d'une façon ou d'une autre, soit en hébergeant effectivement dans des serveurs européens non seulement les données mais également les services, auquel cas donc, ils se conformeraient à la règle. Mais ça risque de prendre du temps, même si c'est Google, hein, ils n'ont pas que ça à faire, entre guillemets. C'est une source de revenus pour eux aussi, hein. C'est être capable justement de profiler l'usage des sites Internet. On imagine que le référencement ou la capacité de référencement de leur moteur de recherche puisse s'inspirer de l'usage des sites web mesurés directement grâce à Google Analytics, donc d'où l'intérêt d'avoir ce Google Analytics installé sur les sites. Donc je pense que Google évoluera. La question c'est quand et à quel rythme aussi, parce qu'on n'imagine pas avoir une transition rapide ou brutale, je dirais, hein, d'une situation où ils ne sont pas conformes à une situation où ils le deviennent. Donc on peut espérer effectivement que ça arrive rapidement, mais c'est un point d'interrogation pour moi en tout cas. Laurent, votre avis sur GA4, est-ce que c'est une solution miracle? Disons que la CNIL a déjà répondu à la question, pour le moment elle dit non. Donc, alors c'est peut-être non provisoire, peut-être qu'il peut y avoir des évolutions futures. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, y compris pour ceux qui pensent utiliser Google Analytics au moins de façon transitoire, il y a intérêt à mettre en place GA4 tout de suite pour commencer à construire des historiques et des points de comparaison entre GA3 et GA4. Parce que si on attend le dernier moment, on perd les historiques et on perd la capacité à faire de la comparaison. Mais pour le moment, la CNIL l'avis de la CNIL, il n'est pas lié à GA Universal, il est tout Google. Le seul bémol ou le seul ouverture, entrebâillement évoqué par la CNIL, c'est le recours à des services de proxification
qui, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, pose aussi d'autres problèmes, notamment l'impossibilité aujourd'hui de connaître son nombre de visiteurs uniques, qui est quand même un peu le début, une des premières mesures qu'on a envie de connaître sur un site. Moi, je pense que le vrai débat, dans la timeline, au-delà de GA4 et de l'évolution, c'est aussi l'arrivée du futur Privacy Shield. Parce que si on n'a pas ça, moi, ce que j'attends aussi avec une forme de curiosité en tant que spectateur, c'est le prochain avis qui ne va pas concerner uniquement Google Analytics, mais qui va concerner, je ne sais pas, si j'ai, encore une fois, un système d'exploitation, une solution de GPS, un téléphone, tout un tas de services numériques qui sont fournis par des sociétés chinoises, je sais pas quoi, américaines, israéliennes ou coréennes, hors Union européenne, et qui peuvent permettre un accès à des données personnelles si le gouvernement de ces zones décidait de les requérir auprès des opérateurs. On a vu la lutte féroce qu'il y a eu aux États-Unis entre Apple qui refuse obstinément de débloquer des téléphones, y compris dans le cadre d'utilisateurs impliqués dans des actions très malveillantes, machin, mais en disant voilà, au nom de, c'est presque un peu une guerre entre le respect de la vie privée et le reste du droit, en disant voilà, est-ce que j'ai le droit, y compris d'un terroriste, par exemple, au nom de la protection des données privées d'un terroriste, est-ce que j'ai le droit de ne pas débloquer son téléphone? C'est une question. S'il y a des juristes dans la salle ou qui nous écoutent, ça doit être passionnant pour eux. C'est un peu plus, un peu plus difficile à vivre à notre niveau en tant qu'e-commerçant. Moi, mes clients, tout un tas de PME, qui se disent bon, qu'est-ce qu'on fait? Comment nous, qu'est-ce qu'on fait à notre niveau? Est-ce qu'on Quand c'est qu'on va nous apporter une solution qui va nous permettre de pouvoir travailler sereinement sans se dire qu'on risque 4% ou plus de son chiffre d'affaires en pénalité du jour au lendemain. Oui, tout à fait. Et je rejoins aussi le parallèle avec d'autres outils, effectivement, et d'autres outils de Google aussi. Là, on s'attaque, entre guillemets, à Google Analytics. D'autres outils de Google vont collecter de la donnée aussi à caractère personnel, comme là, tout simplement la Search Console de Google. Et là, on n'en parle pas. Alors, tant mieux, hein, je ne vais pas le dire trop fort, mais pourquoi pas, à la limite. Hein. Et on est utilisateur, enfin, en tout cas, nous sommes utilisateurs de la Search Console, peut-être même plus que Google Analytics. Et cet outil-là n'est pas ciblé. Question. On est encore une fois dans une situation je dirais, de législation qui court après la technologie et qui a du mal à la rattraper, tout simplement. Oui, tout à fait. Je crois qu'en plus, Google Analytics, dans sa version proxy, elle est très complexe à mettre en place. Elle n'est peut-être pas à la portée de toutes les entreprises. Et en plus, elle rend, là encore une fois, une partie des données non accessibles. Donc oui, la donnée de visiteur unique, mais potentiellement aussi le fait de pouvoir avoir des actions publicitaires avec un œil avisé. Tout ça, c'est pas évident du tout. Et tout ce qui est pseudonymisation, anonymisation, ça a été invalidé par la CNIL. Donc d'un point de vue technologique, effectivement, il n'y a pas de réponse évidente à l'heure actuelle. Il y a des alternatives quand même. Hein. La CNIL, effectivement, a listé une quinzaine, vingtaine maintenant de solutions sur lesquelles elle donne un peu plus son feu vert quelque part dans l'usage, dont Matomo fait partie. Ces solutions-là, elles ont un coût et potentiellement, elles ne sont pas forcément aussi lisibles et user-friendly, comme vous disiez tout à l'heure, qu'un Google Analytics. Oui, allez-y, pardon. Je pense que c'est aussi le frein de l'initiative ou de l'innovation, le fait de limiter l'usage d'outils comme ça, comme celui de Google Analytics. Je prends un parallèle. La même Commission européenne a pris récemment une décision d'uniformiser les prises des téléphones portables en imposant aux constructeurs de choisir l'USB-C. Alors, on comprend l'intérêt, bien évidemment, hein, mais on est un petit peu dans le même état d'esprit. Mais quelque part, c'est un frein à l'innovation. Une société qui voudrait demain arriver avec une solution de connectivité physique plus performante que l'USB-C va se retrouver finalement freinée parce que on
on lui impose d'utiliser cette technologie-là. Là, on nous imposerait d'utiliser une solution qui n'est pas celle proposée par Google, mais une solution qui a été choisie ou qui a été mentionnée ou qui existe à un instant T, mais qui ne permet pas de remplir un certain nombre de fonctions qu'on avait à disposition avec Google Analytics. Donc c'est également un frein au développement, à l'initiative, à l'entrepreneuriat, à l'innovation. Effectivement. Laurent, vous voulez rajouter quelque chose par rapport à ça ? Peut-être moi en conclusion, comme j'ai dit qu'on avait un peu peur, je voudrais terminer par une note un peu plus optimiste en disant, d'une part, qu'il faut se souvenir qu'Internet est un monde de jeunes. Le RGPD a 4 ans, la loi informatique et liberté, c'était 78, donc elle avait déjà quelques dizaines d'années de plus. Le RGPD, ça a 4 ans, donc c'est un peu normal que finalement on découvre des zones d'ombre ou des zones où il faut créer du consensus et de la jurisprudence. Ça me semble un dispositif très normal. Et quant à l'arrêt Schrems 2, ça montre aussi qu'on est dans une zone, l'Union européenne, qui est une zone démocratique forte, où le droit il peut s'écrire aussi devant les tribunaux, avec des recours de particuliers qui peuvent aider à faire avancer le droit. Bon, après, donc ça c'est les notes positives, et donc je pense que voilà, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, il y a du consensus qui va s'écrire, des évolutions techniques et juridiques qui vont clarifier et qui vont enlever et gommer ces incertitudes avec des nouvelles solutions qui apparaîtront ou des nouvelles clauses ou des nouveaux accords transatlantiques. Bon, ça passe par des petites phases un peu comme ça, mais on en a connu d'autres sur Internet, d'incertitudes ou où on a un peu l'impression d'essuyer les plâtres ou de naviguer un peu, voilà, de ne pas être super à l'aise. Mais je trouve que si on regarde ça sur plus long terme, ça fait partie du jeu, c'est normal. C'est un monde qui s'écrit, qui évolue sous nos yeux. Donc il faut accepter que ça se passe aussi comme ça et être patient. Je pense que, encore une fois, on a tendance à cibler l'outil comme étant la cause du problème. On va dire le marteau est le problème. C'est pas le marteau qui est le problème, c'est ce qu'on en fait, en fait. Et ce qu'on a fait avec des données avant qu'RGPD soit mis en place, c'est de les utiliser pour influencer, par exemple, des votes. C'est l'usage de ces données qui est un problème. Et c'est cet aspect-là qu'il faudrait, je dirais, cibler et sur lequel il faudrait légiférer, plutôt que de cibler l'outil en lui-même avec des gens qui utiliseront un marteau normalement pour construire une charpente et non pas pour taper sur la tête de quelqu'un, quoi. Il faudrait quelque part revenir sur des choses déjà écrites. Donc ça fera peut-être effectivement consensus quand on voit qu'effectivement des organisations comme la FEVAD, le MEDEF et d'autres s'allient pour pouvoir indiquer, vous avez suivi ces débats-là, pour pouvoir indiquer à la CNIL qu'on ne va pas forcément toujours dans le bon sens. Est-ce que d'après vous, cette organisation, ces regroupements de ces instances vont pouvoir percuter un petit peu cet ordre-là qui est en train de s'établir ? Est-ce qu'on peut y croire ? Forcément, de toute façon, après, je suis pas avocat, mais les zones de flou, les zones où il n'y a pas d'arbitrage, les zones où il y a des questions un peu sans réponse, appellent clarification. Donc la clarification, elle se fait soit par des textes additionnels qui vont venir préciser les textes précédents et gommer les zones de flou, soit elle se fera devant les tribunaux, soit parce que des citoyens attaqueront ou parce que des marchands ou des acteurs se défendront. Et donc, il y aura, on va aller dans les prochains mois, prochaines années, vers une zone de clarification. Et puis, j'imagine qu'en ce moment même, dans les bureaux de Google, on doit aussi réfléchir aux mêmes questions en se disant comment on s'adapte, ou peut-être même ils ont des données sur justement comment risque d'évoluer la réglementation au niveau européen et comment faire pour que demain, pour pouvoir continuer d'opérer en Europe. Et c'est valable pour Google, mais pour tous les autres. Donc voilà, il y a juste, je pense, un petit mauvais moment à passer, le temps que tout ça décante et que chacun se positionne et fasse évoluer ses positions et qu'on en sache un peu plus sur toutes ces questions qui sont aujourd'hui un peu orphelines. Donc, un petit peu en synthèse, qu'est-ce que vous conseilleriez à un éditeur de site e-commerce aujourd'hui ? Qu'est-ce que je fais dans les prochains mois dans cette zone un petit peu de flou et d'incertitude ? Difficile à dire, c'est toujours un cas particulier.
de notre côté, nous, on a décidé de désactiver les Google Analytics. Ce n'est pas forcément un conseil que je donnerais, parce que ce n'est pas applicable à tous les cas. J'ai tendance à penser que le pragmatisme va l'emporter, donc j'ai aussi une vision optimiste des choses. Donc je me dis, au prix d'un certain nombre d'efforts et d'un certain nombre de cas à traiter effectivement en jurisprudence, on peut espérer que les choses se tassent quelque part. Hein. Difficile de donner un conseil universel, tout comme on disait que l'usage de ces outils n'est pas universel et que la législation ne doit pas l'être non plus, doit être plus adaptée au cas par cas. Pour moi, il m'est difficile de donner un conseil général. Merci. Moi, personnellement, je continue d'utiliser Google Analytics. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure et je pense que ça peut s'appliquer à d'autres. C'est je commence à utiliser d'autres outils. Et puis, je dirais aussi, si on regarde dans le rétroviseur, avant l'arrivée d'Internet et avant l'arrivée des outils de mesure, quand on faisait de la publicité sur du papier, à la radio ou à la télé, qu'est-ce qu'on faisait? On regardait l'impact sur la fréquentation en magasin ou sur les ventes. Et on n'avait pas cette lisibilité directe, immédiate du nombre de visites, du nombre de pages vues, du nombre de commandes issues de l'opération en question. Alors ça nous a apporté un plus, mais avant, quand même, il y a eu des marchands avant Internet. Ils ont réussi à faire de la publicité avant Internet. Certes, Internet a ouvert des possibilités extraordinaires. Bon, si on fait un peu marche arrière, on apprendra à vivre sans. C'est un peu dommage. Mais je pense qu'on peut vivre sans, et quand on vit sans, il faut se reconcentrer encore plus sur ses fondamentaux, c'est-à-dire son offre produit, son offre de contenu, son offre de service, le côté expérience utilisateur sur mon site, pour faire en sorte que si je ne peux pas le mesurer, au moins je peux faire des tests sur des panels et voir ce qui se passe, et rendre cette expérience la plus agréable possible. Donc voilà. Attendre, préparer en testant de nouveaux outils et puis se concentrer sur les fondamentaux du métier, c'est-à-dire une bonne offre de produits, de services, un bon service à ses utilisateurs. C'est intéressant, effectivement, toute la partie expérience client. Aujourd'hui, il y a quand même des moyens validés par la CNIL et donc dans le cadre du RGPD qui sont légaux pour pouvoir mesurer quand même tout un tas d'événements sur site, utiliser des solutions d'analyse de la conversion type Hotjar, Content Square. Ces solutions-là font partie d'ailleurs de celles qui ont... Alors Content Square, exemptées par la CNIL de consentement dans la limite d'une certaine implémentation. Donc effectivement, on peut quand même travailler sa performance, se reconcentrer aussi sur son site, sur l'expérience utilisateur proposée. C'est tout à fait permis. Tout n'est pas interdit avec la RGPD et son application. Puis peut-être que certains de ces éditeurs aussi vont se dire que la fin ou la possible fin de Google Analytics, ça peut leur donner des envies de proposer des solutions à prix démocratisé. Donc, ça peut être aussi une opportunité pour le marché. Tout à fait. Et puis alors je fais le parallèle avec un autre sujet qui est celui de la mesure d'audience dans son ensemble. Ça pose aussi le problème sur tout ce qui est, par exemple, solution de retargeting, de leur pérennité dans le temps. Toutes ces solutions-là, aujourd'hui, se posent... Est-ce qu'elles vont continuer à exister ? Il y a plein d'initiatives qui ont été lancées pour pouvoir remplacer ce mode de tracking un peu historiquement connu pour aller vers, vous en avez parlé, des panels, vers une analyse des données, mais en masse. On n'a pas toujours besoin de connaître la donnée personnelle pour pouvoir bien faire de la publicité aussi. Tout ça, c'est permis. Je vois qu'on approche bientôt de la fin. On n'a pas énormément de monde dans la salle. Est-ce que par hasard vous avez quelques questions tout de même à poser à Laurent et Thierry? Merci déjà, j'ai appris quand même pas mal de choses parce que je suis pas tellement expert sur le RGPD. Vous m'entendez là ou il y a un retour? En fait, c'était marrant parce que juste avant que vous en parliez d'Adopi, je pensais à la même chose. Ça me faisait penser à la même étape en fait, c'est-à-dire que il y a eu une nouvelle pratique, l'État a voulu intervenir, gérer les choses, etc. Et finalement, sur les lettres Adopi, ça fait grand bruit, mais pas grand monde. On en a reçu, mais il y a eu très peu d'amendes finalement. Et là, moi, j'ai le sentiment qu'on va un peu aller vers la même chose, parce que si le pragmatisme doit fonctionner, vous l'avez dit, il y a 200 000 sites. Très honnêtement, je pense que sur les 200 000 personnes qui ont un e-commerce,
j'en connais pas mal, je pense qu'il y en a à peine 20-30% qui savent qu'il y a ce problème en cours. Donc j'ai beaucoup de mal à imaginer que la CNIL se mette à envoyer des dizaines, voire donc des centaines de milliers de mails pour pénaliser les gens. Donc en fait, je veux dire, on utilise Analytics et je me dis que sincèrement, avant qu'on arrive à pénaliser tous les utilisateurs d'Analytics, qui sont des dizaines de milliers, il y a quand même un énorme battement qui aura lieu. Donc je pense que, il y a certainement potentiellement un problème pour donc, des très gros sites comme le vôtre, mais pour le petit éditeur de site web qui a un petit webmaster et qui met quelques pubs sur son site pour gagner sa vie ou autre, j'ai du mal à imaginer qu'on contacte tous ces sites-là et qu'on les pénalise tous. Voilà. C'est pour aller dans le sens de l'optimisme dans lequel vous vouliez aller aussi, quoi. Voilà. Disons que, alors, je vais être un peu moins optimiste ici, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, compte tenu de ce qui est dit aujourd'hui, si, par exemple, en sortant de cette table ronde ou après l'avoir écouté, vous décidez d'attaquer un petit site, un tribunal est obligé de donner suite, vous avez raison. Et donc, le tribunal, il va pas sauf à vouloir réécrire la loi à sa façon, il est obligé d'instruire en fonction des textes en vigueur à l'instant T. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça a fait tant de bruit, parce que quand la CNIL a mis en demeure, parce que Schremp avait attaqué 3 sites que vous avez cités, la CNIL est obligée d'instruire, les tribunaux sont obligés d'instruire, et sont obligés de reconnaître que, par rapport à ce qui est dit aujourd'hui, on est dans un contexte d'illégalité. C'était une mise en demeure. Est-ce qu'il y a eu amende ? Pas à ma Pas à notre connaissance. connaissance, non. Il y a ça aussi, article. avec Adopi, c'était pareil. Les gens étaient mis en demeure de ne plus télécharger. Voilà. Et voilà, je sais. Mais après, c'est pour ça aussi que la FEVAD ou le MEDEF se sont associés à ces questions qui ont été envoyées à la CNIL en disant, bon, c'est pas le problème de un ou deux sites ici ou là, c'est pas des questions particulières. Quand il y a 90% des sites qui utilisent cet outil, si on dit qu'il faut plus l'utiliser, on crée une incertitude pour près de 90% du marché. Donc, d'où la demande de précision et de clarification en disant qu'en est-il, qui est responsable, quand, comment, et éventuellement, dans la lettre qui a été envoyée par le MEDEF, les éditeurs de presse et la FEVAD, c'est aussi de dire, bon, et si jamais vous confirmez, est-ce qu'on parle de calendrier de mise en conformité ? Parce que là, grosso modo, ça revient à dire, c'est comme si du jour au lendemain, on dit, toutes les Peugeot ou toutes les Renault en France, il ne faut plus qu'elles circulent du jour au lendemain. Oui, mais bon, s'il y a 30% du parc qui est en Peugeot, 30% en Renault, du jour au lendemain, les gens ne peuvent pas changer de voiture. Bon, alors, je prends cet exemple, mais c'est pour dire qu'il y a des phases, on l'a vu si on reste sur le parallèle de la voiture, la réglementation évolue avec les vignettes et critères, mais il y a des délais de mise en œuvre. Donc, la question de la FEVAD, de la CNIL, du MEDEF et des éditeurs de presse, c'est de dire aussi, si on confirme et si on va vers une interdiction pure et simple, est-ce qu'on peut parler de calendrier pour laisser aux autres acteurs déjà le temps de s'organiser pour embarquer tous ces sites qu'il va falloir embarquer, et ça ne va pas se faire d'un claquement de doigts. C'est aussi tout un tas de services informatiques, d'agences web qui vont devoir travailler pour déployer ces nouvelles solutions. Et bon, c'est des secteurs en tension, donc on ne peut pas convertir tout le marché en 2 semaines. Donc, est-ce qu'on met un calendrier ou est-ce qu'on pose un autre consensus ou est-ce qu'on fait évoluer l'interprétation des règles, justement. Mais j'aimerais avoir la réponse un peu plus précise, mais je suis comme tout le monde dans l'incertitude et j'écoute et j'attends que des arbitrages soient rendus. Juste pour donner aussi un autre éclairage, je dirais il est dommage de dépenser de l'effort à se mettre en conformité par rapport à une règle qui n'est pas figée ou qui va l'être dans quelques années. C'est de l'effort. Pendant qu'on fait ça, on ne fait pas autre chose. Ce qu'on investit là-dedans, on n'investit pas ailleurs. Du coup, certes, le pragmatisme va certainement l'emporter, oui. Mais cette période de transition, il faut la vivre. Et il faudra soit suivre les vagues, s'il y a plusieurs vagues. Et à un moment donné, quand tout ça va se stabiliser, on aura effectivement passé la tempête. Mais quelque part, on a quand même cette tempête à passer. Enfin, j'appelle ça une tempête, mais c'est une perturbation. J'appelle plutôt une perturbation. Et ça ne se fait pas à coup nul, globalement. Donc, quand on manage une société, on est obligé de gérer ses budgets de dépenses, et ça en fait partie. Et bon, une fois de plus, je pense qu'on va apprendre en marchant. Certains vont tomber, se relever, d'autres ne vont pas se relever. Et on verra ce que ça donne, quoi. Ce que vous mentionnez, il y a aussi une autre notion qui est abordée, c'est que
le marché du e-commerce, il n'est pas juste intra-européen ou franco-français. Il est international. Il y a des acteurs transnationaux qui livrent en France. Je crois que dans les top 10 des sites e-commerce en France, bon, vous avez Amazon, mais vous avez aussi AliExpress. Et donc, il y a pas mal de petits marchands. Moi, je suis un micro-marchand à côté de ces géants-là. Et donc, la question que pose aussi la FEVAD et tous ces marchands, c'est de dire, est-ce que les règles sont appliquées avec la même rigueur à tous les acteurs, y compris les non-européens? Parce que, comme vous l'avez dit, vu que ça coûte assez cher de se mettre en conformité, si des acteurs non-européens livrant depuis des territoires voisins à l'Europe ne sont pas soumis au même truc, on crée un peu une forme de règle du jeu à deux niveaux ou de concurrence déloyale au détriment de nos propres marchands qui emploient et qui payent des taxes en France ou en Europe. Donc il y a cette inquiétude aussi des marchands de dire, oui, pour un cadre clair pour tout le monde et que tout le monde sur le marché soit soumis aux mêmes obligations et que tout le monde respecte les lois de la même façon et soit contrôlé avec la même rigueur. Effectivement, c'est une question qui est tout à fait légitime aussi. Je crois qu'on arrive un petit peu au bout de la conférence. Merci beaucoup pour vos interventions à tous les deux. C'était très riche et effectivement, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas forcément sues aujourd'hui. Donc, si vous êtes éditeur de site ou site e-commerce, ce qui est sûr, c'est qu'il faut prendre ce sujet à bras-le-corps, avoir en tête qu'effectivement, il y a un cadre qui est un petit peu incertain, néanmoins peut-être prendre des dispositions, peut-être commencer à tester, à adopter les solutions qui sont dites conformes et que vous pouvez retrouver sur le site de la CNIL. Et effectivement, prendre des dispositions à la mesure de la taille de votre e-commerce aussi. Donc, merci beaucoup à tous les deux. Merci à vous. Merci. Et à bientôt.